En Afrique du Sud, l'élection du nouveau président de l'ANC s'annonce serrée. Le vice-président Cyril Ramaphosa et l'ancienne présidente de l'Union africaine Nkosazana Dlamini-Zuma sont les grands favoris. Au Soudan du Sud, le procès de 13 soldats accusés d'avoir violé des travailleuses humanitaires et tué un journaliste en juillet 2016 est ajourné au 4 juillet 2017 après une audience de plus de 4 heures. Et puis au Mali, le village de Bakoro-Bago, situé à 18 km de Bamako, est toujours sous le choc après l'attaque djihadiste qui a visé l'hôtel Le Campement dimanche dernier. On fera le point dans cette édition. Africain Jacob Zuma a encore ses fans au sein de son parti. Mais l'ANC pense déjà à sa succession. Cyril Ramaphosa, le vice-président, et Nkosazana Dlamini-Zuma, l'ancienne patronne de l'Union africaine, ex-épouse de Zuma, sont considérés comme les deux favoris. La priorité du futur patron de l'ANC sera de réhabiliter le parti de Mandela, qui traverse sa pire crise depuis son accession au pouvoir en 1994. Les Sud-Africains sont de plus en plus nombreux à réclamer la démission de Jacob Zuma, touché par des scandales de corruption. Nous allons faire un grand travail d'introspection dans le parti qui impliquera tous nos membres. Notre parti restera toujours engagé dans la vie politique de ce pays. Ramaphosa a la réputation d'un businessman chevronné, très proche du patronat blanc. Lors d'une vente aux enchères de gibier, il a insisté sur le droit des fermiers blancs à la propriété, alors que l'ANC appelle à une redistribution en faveur de la majorité noire. Le message pour vous est celui-ci. Continuez à investir dans vos fermes, dans vos terres. Parce que la Constitution est là pour protéger les droits de tout le monde. L'ancienne ministre Dlamini-Zuma est peu connue du public en Afrique du Sud, mais elle peut compter sur le soutien de son ex-mari, ainsi que la Ligue des femmes de l'ANC et celle des jeunes, deux factions alliées de Zuma. Avec toutes ces luttes d'influence au sein de l'ANC, Zuma n'est pas sûr d'arriver à ses fins. Mais il donne l'impression de vouloir garder le contrôle sur le pouvoir en s'assurant que son ex-femme le remplace. Je ne pense pas qu'elle serait arrivée jusque-là toute seule. Les deux candidats représentent les deux principaux camps qui s'affrontent au sein de l'ANC. Le parti au pouvoir éliera son nouveau président à la fin de l'année, l'occasion de voir si Zuma contrôle toujours ses troupes. Ouverture mardi du procès de 13 soldats du Soudan du Sud. Ils sont accusés d'avoir violé des travailleuses humanitaires et tué un journaliste local en juillet 2016. C'est un tribunal militaire à Juba qui a accueilli le démarrage du procès avant que celui-ci ait été ajourné au 6 juin. Les témoignages qui devaient être donnés par les victimes ont effectivement été envoyés par courrier électronique et donc le tribunal ou l'avocat de la défense a rejeté les courriels. Ce n'est pas parce que les courriels ne proviennent pas de victimes, mais parce que les témoignages sont censés être reçus par un organe officiel comme le ministre des Affaires étrangères. Le président de la République doit intervenir. Ce n'est pas parce que ceux qui ont été violés sont des étrangers, mais les cas de viol ne sont pas acceptables. Les crimes allégués ont été commis le 11 juillet 2016 dans un hôtel situé à un peu plus d'1 kilomètre d'une base de l'ONU à Juba. Les faits ont eu lieu alors que la capitale sud-soudanaise était en proie à de violents combats entre l'armée fidèle au président Salva Kiir et les forces fidèles à l'ex-vice-président Riek Machar. Les 13 soldats sont poursuivis pour meurtre, viol, pillage et détérioration de biens. La peine la plus sévère encourue pour le meurtre est la peine de mort. Pour le viol, il s'agit de 14 ans de prison. Le ministère espagnol de l'Intérieur a annoncé l'arrestation mercredi à Madrid de 3 Marocains, dont un membre présumé de l'organisation État islamique qui étudiait des manuels pour apprentis terroristes et au profil jugé extrêmement dangereux. Ces arrestations ont eu lieu avant le lancement vendredi de la World Pride, le plus grand événement mondial de revendication des droits des lesbiennes, gays, bi et transsexuels, pour laquelle Madrid se prépare à accueillir 2 millions de visiteurs jusqu'au 2 juillet. Selon le communiqué du ministère de l'Intérieur,
Les 3 Marocains âgés de 32, 33 et 38 ans habitaient ensemble dans le quartier de Las Delicias, dans le sud de la capitale espagnole. Le principal suspect, dans un état avancé de radicalisation selon le ministère, avait réuni un important arsenal idéologique et électronique composé de nombreux manuels spécifiques au terrorisme djihadiste, dont le manuel pour le terrorisme kamikaze ou le manuel pour le djihad électronique. L'Espagne est placée depuis 2 ans en état d'alerte antiterroriste de niveau 4 sur 5. En 2016, 69 personnes ont été arrêtées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamiste et plus de 35 depuis le début de 2017, selon un bilan du ministère publié sur son site le 2 juin. Bakoroba Bougou, le campement artisanal de la localité située à 18 km de Bamako, est encore sous le choc de l'attaque djihadiste survenue ce dimanche. 48 heures après, un calme précaire y règne, chose qui s'explique par la peur qu'on a connue au moment de l'attaque de ce 18 juin aux environs de 16h30. Hier soir, en fait, toute la nuit, on n'a pas dormi pas. Sur toutes les populations qui sont ici, on a tout perdu pas. Tout le monde était peur. Tout le monde était peur. Madame Bernard, la directrice du campement, est encore sous le choc de l'attaque. On a attendu juste les forces de l'ordre et voilà, maintenant après tout le monde est un peu sous le choc, un petit peu perdu. La situation sur le terrain est calme. Les assaillants ont tous été mis hors d'état de nuire. Mais des agents démineurs sont lancés dans l'enceinte du campement de 20 hectares et aux alentours pour détecter la moindre trace de métaux enfouis sous la terre. Les habitants qui ont été traumatisés par l'attaque souhaitent une meilleure sécurisation de leur localité. Les militaires ne doivent pas laisser comme ça parce que s'ils ont fait ça, c'est un avertissement. C'est un avertissement. On ne doit pas laisser comme ça. Il y a insécurité partout. Le bilan fait état de 9 morts, 2 civils dont une femme, 2 militaires maliens et 5 assaillants. L'identité des assaillants n'est toujours pas encore connue, mais les opérations de ratissage vont se poursuivre dans la nuit afin de sécuriser totalement le campement et ses alentours. L'attaque a cependant été revendiquée ce lundi par la principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, qui a passé plus de 100 jours en prison, pourra se présenter aux prochaines élections législatives. C'est l'avis du ministre sénégalais de la Justice, garde des Sceaux, Sidiki Kaba. Il a estimé que comme Khalifa Sall n'est pas condamné par une décision définitive de justice, il jouit de ses droits et peut donc bel et bien se présenter aux prochaines élections législatives de fin juillet. Inculpé depuis le 7 mars 2017 pour détournement de deniers publics, le maire de Dakar a donc la légitimité de se présenter à des élections. Pour rappel, 47 listes différentes présentent des candidats à ce scrutin, un fait inédit dans l'histoire du pays. Une offre politique pléthorique qui n'est pas sans poser des problèmes d'organisation qui pourraient décourager les électeurs. Car conformément au code électoral, l'électeur qui arrive dans le bureau de vote doit obligatoirement prendre chacun des 47 bulletins avant d'aller dans l'isoloir pour en choisir un. À ce risque d'embouteillage devant l'isoloir s'ajoute celui du manque de place dans les bureaux de vote. Un fort taux d'abstention est donc à envisager. En 2012, 3,4 millions d'électeurs sénégalais n'avaient pas jugé utile de se déplacer pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale, soit 63% des inscrits. Son téléphone, elle ne le quitte plus du regard. Diarra Ndiaye est la tante proche d'un jeune Sénégalais parti en Libye avec les rêves d'atteindre l'Europe. Malheureusement, les choses tournent mal pour le jeune. Désormais prisonnier d'un groupe armé en Libye, ses ravisseurs demandent une rançon à sa famille contre sa libération. J'ai en train de dormir hier matin. Il m'a appelé en téléphone, m'a dit que envoyez-moi 600 000, sinon on me tue aujourd'hui à midi. J'ai dit 600 000, pourquoi on m'a fait ici en otage? Il nous frappe beaucoup. Si tu n'envoies pas les 600 000, il nous tue. Parti à l'insu de sa famille, Abdoulaye a vendu sa boutique il y a 2 mois pour prendre le chemin de l'immigration, comme plusieurs jeunes dans ces quartiers populaires de Dakar. Dans toutes les familles ici,
dans toutes les familles, il y a 1 ou 3 jeunes qui sont partis. Qu'il n'y a pas de boulot ici, au Sénégal. C'est pourquoi les jeunes font l'immigration clandestine. Parce que vous êtes dans une famille, vous ne servez à rien. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes là, vous buvez du thé, vous allez jouer au football et vous ne faites rien. Les prises d'otages des Sénégalais contre rançon sont récurrents en Libye. Chaque semaine, la direction des Sénégalais de l'extérieur est sollicitée par les familles pour ces cas semblables. Dans la famille d'Abdoulaye, l'inquiétude a fini par gagner les visages, d'autant que le numéro avec lequel il appelle est privé, donc impossible de les joindre. Et sa famille ne dispose pas pour le moment de la somme demandée par ses ravisseurs. Moi, je ne suis pas d'argent maintenant. Je ne sais pas comment je fais pour avoir 600 000 tout de suite. Je demande à l'État pour m'aider pour qu'elle revienne ici. Régulièrement, la direction des Sénégalais de l'extérieur mène des opérations de rapatriement des Sénégalais depuis la Libye en collaboration avec l'Organisation internationale des migrations. La dernière en date remonte au début de ce mois de juin. 176 Sénégalais avaient été rapatriés. Le président français Emmanuel Macron, résolument engagé dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme sous toutes leurs formes. Prenant part à un dîner de rupture de jeûne du Ramadan, il a invité tous les responsables de l'islam à divers niveaux à s'engager davantage, souscrit au combat contre des prédicateurs de haine et de repli identitaire. Il me semble que nous avons aujourd'hui en commun des combats à mener. Le premier combat, c'est le combat contre le fanatisme et sa diffusion. Il faut être extrêmement vigilant, chacun dans ses responsabilités, contre tout ce qui façonne des formes de repli identitaire. Parce que fonder son identité politique et sociale sur sa seule foi, c'est au fond admettre que sa foi n'est pas compatible avec la République. Face à ceux qui, au fond, sont complices pour abattre notre modèle républicain, il nous faut la même énergie. Personne ne peut faire croire que votre foi n'est pas compatible avec la République. Une démarche saluée par la communauté musulmane dans son ensemble. Depuis 10 ans, c'est la toute première fois qu'un chef d'État français participe ainsi à l'Iftar, le dîner de rupture de jeûne annuel du Conseil français du culte musulman, l'instance représentative de la deuxième religion de France. Sixième jour d'une marche pour la justice, mardi en Turquie. Le chef du principal parti d'opposition a accusé le président turc d'ingérence dans le judiciaire. C'était lors d'une réunion de son groupe parlementaire sur le bord de la route. Un premier objectif se réalisera en Turquie. La justice viendra, nous serons les pionniers. Tout ce que je veux, c'est la démocratie, la liberté, la justice. Ensuite, un monde plus équitable suivra notre pays. Nous allons poursuivre notre combat jusqu'à ce qu'il y ait la justice, jusqu'à ce que tout le monde dans ce pays soit libre et vive dans l'égalité et dans de bonnes conditions. Notre combat continue, pas seulement dans les rues et les boulevards, mais aussi dans les syndicats et les associations. Cette grande marche a été initiée après l'incarcération mercredi du député Enis Berberoğlu, condamné à 25 ans de prison pour avoir dévoilé des secrets d'État. L'opposition accuse Erdogan de dérive autoritaire, notamment depuis le putsch manqué du 15 juillet 2016.